Bonjour. Nous avons vu comment charger des données depuis un fichier texte dans une base de données, dans notre cas un fichier SQLite. Je vais vous montrer maintenant, au moins commencer parce qu'une vidéo ne suffira pas, comment écrire une application pour manipuler une table dans une base de données. Ce qu'on appelle dans le jargon une application CRUD. CRUD est un jeu de mots parce que si vous ajoutez un E au bout, vous obtenez quelque chose qui en anglais signifie simple et pas très bien ficelé. Mais dans le contexte des bases de données, c'est un acronyme pour Create, dans notre exemple insérer de nouveaux films dans la base, Retrieve, rechercher les caractéristiques d'un ou plusieurs films, Update, changer ses caractéristiques, et Delete, détruire un film. Je vais développer cette application avec WXPython avec lequel nous sommes déjà un peu familiarisés. J'aurai besoin de quelques éléments nouveaux en WXPython, mais comme l'accent est ici sur l'aspect base de données, j'utiliserai un minimum de nouveautés. Mon application sera très simple et limitée à une seule fenêtre. J'aurai besoin de deux modes principaux, un mode recherche et un mode édition. Je pourrais utiliser un bouton pour changer de mode, mais dans un cas comme cela, ce que l'on utilise, c'est plutôt ce qu'on appelle un bouton radio, où l'on coche ce que l'on veut. Nous ne l'avons pas encore vu, mais c'est simple. Mes champs de données vont occuper une grande partie de ma fenêtre, et pour les disposer, je vais utiliser un nouveau type de sizer, plus évolué que les boîtes, et dont je vais parler bientôt. Un bouton pour détruire, que je vais mettre dans un coin où je ne risque pas de cliquer dessus par erreur. Ce genre de bouton, c'est comme les prises dans une pièce humide, loin des robinets. On peut toujours évidemment rajouter des dialogues de confirmation pour les destructions du genre vous êtes sûr, vraiment, mais je trouve cela plutôt énervant et je n'en mettrai pas. Deux boutons de navigation. Je vous ai expliqué dans la Pythonnerie 24 comment nous rechercherions les films, et je vous ai dit que dans certains cas, on pouvait en trouver plusieurs. Dans la fenêtre, je n'afficherai que les données relatives à un film. Il y a dans WXPython des éléments graphiques qui sont des tables de résultats, mais cela m'entraînerait un peu hors de mon sujet principal. J'ai donc besoin de boutons de navigation pour pouvoir afficher successivement les films ramenés et aller en avant ou en arrière au choix. Les inévitables boutons OK et Annuler, et ce que l'on appelle une barre de statut. C'est une zone où l'on va afficher des informations utiles, qui peuvent être des messages d'erreur éventuels, ou la confirmation que la création d'un nouveau film s'est bien passée, ou combien une recherche m'a ramené de films. Voilà quelle sera en gros l'apparence de mon application. Vous voyez que j'ai ici trois boutons dont le libellé n'est pas du texte mais une image. Le bouton de destruction, encore que là cela pourrait être un X, et ceux de navigation. Créer un bouton avec une image, un bitmap évidemment, est facile, mais il y a une petite particularité. Créer un bouton avec un libellé, nous l'avons déjà fait plein de fois. Pour créer un bouton avec une image, on crée un objet bitmap button, et au lieu de passer en paramètre du texte, on passe un bitmap. Si je désactive un bouton classique, non seulement il n'y aura plus de déclenchement d'événements, mais visuellement l'apparence du bouton va changer. Si je désactive un bouton bitmap, il va aussi changer, mais pas forcément comme je le voudrais. Je peux appeler la méthode setBitmapDisabled du bouton et lui passer un deuxième bitmap qui sera substitué au bitmap de création du bouton quand celui-ci sera désactivé. Quand on réactivera le bouton, l'image initiale reprendra sa place. Je vous renvoie à la Pythonnerie 18 pour l'environnement de lancement de l'application graphique. Je passe directement à ce que j'ai toujours appelé la classe maFenêtre. Premier attribut, une liste que je vais appeler résultat. En fait, ce sera une liste de listes. Supposons que j'exécute une requête SQL telle que celle-ci. Ce n'est pas ce que je ferai dans l'application où mes critères de recherche seront exclusivement le genre et le titre. Ce type de requête retourne typiquement plusieurs lignes de la table, que je vais mettre dans ma liste résultat, mais chaque ligne retournée sera elle-même une liste, avec chaque élément correspondant à une des colonnes de la commande select. De quoi ai-je besoin d'autre? L'identifiant du film courant, c'est-à-dire affiché, ce sera utile pour les destructions et les mises à jour. J'ai besoin aussi de ce que j'appelle le rang courant, c'est-à-dire la position dans la liste résultat de ce que j'affiche. Ça, c'est pour la navigation et afficher les différents films ramenés par une requête. Il ne faut pas confondre l'identifiant du film, stocké dans la base de données, avec le rang, qui est juste sa position dans le résultat d'une requête qui changera. CNX est la connexion à la base, nous avons déjà vu cela dans la Pythonnerie précédente, et je vais faire quelque chose contre lequel je vous ai mis en garde quand je vous ai parlé d'environnement graphique, c'est que je vais fixer la couleur de fond des zones de saisie, mais uniquement quand j'édite. Je veux que visuellement les gens réalisent qu'ils sont en train de changer des données et que c'est une opération importante. La couleur que j'ai choisie est une espèce de rangée, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais ce qui est important c'est d'aussi définir dans ce cas-là la couleur de la police, pour être certain que le contraste reste bon, même si le thème de l'environnement graphique est modifié. Ce sera du noir dans mon cas. Enfin, je mets une liste de genres de films que vous pouvez adapter avec plus ou moins de catégories, qui me permettra d'une part de définir le genre en mise à jour et d'autre part de sélectionner par genre. J'aurais pu stocker cela dans une table de référence, mais j'ai voulu garder les choses le plus simple possible.
Par ailleurs, ce ne sont pas des données qui vont bouger. Les codes et rendus dans l'application de gestion peut se défendre si les mises à jour ne s'effectuent qu'à travers cette application. Je voudrais quand même discuter un point important qui vous fera un peu comprendre pourquoi quelqu'un comme Chris Date n'aime pas les nuls. Quand je rechercherai, si je ne sélectionne pas de genre, cela voudra dire n'importe quel genre. Sauf qu'en tant qu'administrateur des données, je peux être intéressé par rechercher quels sont les films qui n'ont pas encore été mis dans une catégorie et que j'ai besoin de classer. Là encore, on voit que « pas défini » peut être ambigu. C'est la raison pour laquelle j'ai rajouté un genre, qui n'en est pas vraiment un, non spécifié, pour pouvoir identifier les films à classer. Pour identifier facilement par position une valeur dans une liste, il y a deux positions possibles, la première et la dernière. Je l'ai mise à la fin parce que je ne veux pas le mettre en évidence à un utilisateur normal qui veut chercher les films d'un genre particulier. Passons à la méthode init. J'appelle la méthode générique de création de frame, puis je me connecte à la base de données, entre guillemets avec SQLite, mais je les enlèverai avec MySQL, Oracle ou SQL Server. Je vais créer d'abord les bitmaps pour mes boutons. Je passe directement le nom du fichier quand je crée l'objet, je ne passe pas explicitement par l'intermédiaire d'un objet image comme dans la Pythonnerie 21. J'ai une image spéciale pour le bouton de destruction à l'état désactivé. Créons nos boutons. D'abord les deux boutons classiques, OK et Annuler. Ensuite, le bouton de destruction avec ces deux images. Pour le bouton radio, une liste d'options mutuellement exclusives, juste deux dans notre cas. Je crée un objet RadioBox auquel je passe la fenêtre parente, un paramètre Choices qui est la liste des possibilités, et un troisième paramètre un peu obscur, MageDimension égale 1. La dimension majeure, qui peut être redéfinie, est le nombre de colonnes. Je pourrais avoir beaucoup de choix dans ma liste, c'est pour contrôler la mise en page. Je dis ici que je veux une colonne, c'est-à-dire les choix disposés verticalement. Si je ne spécifiais pas ceci, ils seraient l'un à côté de l'autre, comme dans une boîte horizontale. Par défaut, la première valeur, recherche, est sélectionnée. Derrière, mes boutons de navigation, où je laisse le comportement par défaut pour l'état inactif. Passons aux boîtes pour la mise en page. Une boîte verticale principale, dans laquelle je vais avoir une première boîte horizontale, et une deuxième boîte horizontale pour les boutons OK et Annuler. Dans la boîte horizontale du haut, un sizer particulier qui joue le même rôle qu'une boîte, et une autre boîte verticale où mettre les boutons restants. Il est temps maintenant de parler du sizer que je vais utiliser pour afficher mes données, qui s'appelle un Grid Bag Sizer. Contrairement aux boîtes qui n'ont qu'une dimension, horizontale ou verticale, un Grid Bag Sizer en a deux, et on peut positionner des éléments précisément dedans en donnant leurs coordonnées. J'y placerai d'abord du texte, genre, à côté duquel je mettrai une boîte de sélection qui affichera les éléments de la liste genre définis dans le programme. En dessous, le titre, mais la zone de texte serait un peu courte sur une cellule, et donc je vais l'étendre, c'est une des possibilités intéressantes du Grid Bag Sizer. En dessous, le pays, plus loin l'année. En dessous encore, le réalisateur, que je vais étendre un peu pour pouvoir mettre prénom et nom, mais moins que le titre. En dessous, enfin, la durée du film. Pour créer mon objet Grid Bag Sizer, je lui passe le nombre de lignes et de colonnes qui dépend évidemment de ce que j'ai disposé dans la grille. Autre chose utile, j'appelle tout de suite la méthode setEmptyCellSize pour dire que par défaut, une case vide fera 100 pixels de large et 40 de haut. Cela permet de calibrer un peu la taille, comme au début rien ne sera affiché. Pour disposer mes éléments graphiques dans la grille, c'est une méthode add comme avec les boîtes. Sauf qu'ici j'ai un paramètre pos qui prend une paire de valeurs qui dit dans quelle ligne et quelle colonne disposer l'élément dans cet ordre. Attention, on numérote à partir de 0. Pour la boîte de sélection, une petite nouveauté facile qui est un objet de classe Choice qui prend comme paramètre, outre la fenêtre parente, un paramètre Choices au pluriel qui est la liste des valeurs parmi lesquelles je choisirai. Je le place en position 0, 1. Attention, je ferai référence à tous les éléments dans d'autres méthodes, il faut donc mettre self point partout. Pour le titre, c'est facile sauf que là, il faut que je précise que la zone s'étend. Ce que je fais en passant le paramètre span, une paire de valeurs qui dit sur combien de lignes je m'étends, une seule, et combien de colonnes, 4. Je pourrais m'étendre sur plusieurs lignes et plusieurs colonnes, si je voulais avoir une zone avec un résumé du film par exemple.
Le pays c'est pareil, à part qu'il ne s'étend pas. Et ainsi de suite. Maintenant, à vous de jouer. Vous avez suffisamment de billes pour compléter le Grid Backsizer, et je vous laisse également vous débrouiller avec les boîtes verticales et horizontales, l'alignement, l'espacement et tout. Je saute à la fin de la méthode init, où je vais d'abord récupérer les caractéristiques visuelles d'un bouton standard tel que OK, donner à la fenêtre la même couleur qu'au bouton, et aussi sauvegarder la couleur de bouton comme couleur de fond inactif. Vous allez voir tout de suite ce que je vais en faire. Je récupère aussi les attributs visuels d'une zone de texte comme le titre, et je sauvegarde et sa couleur de fond, qui pour moi est une couleur de fond actif, et la couleur de la police. Rappelez-vous que je vais changer couleur de la police et du fond en mode insertion, il faut que je sauve les valeurs d'origine pour pouvoir les remettre. Derrière, je définis un certain nombre de méthodes pour les actions, je reviendrai sur elles dans une autre pitonnerie. Je crée une barre de statut, ce qui se fait un peu comme les barres de menu. J'appelle une méthode qui me fait passer dans le mode visuel recherche, je vais en parler tout de suite. Le setSizer and fit habituel avec le nom que j'ai donné à ma boîte verticale principale, et je centre. Je viens de parler du mode visuel recherche et je vais m'en occuper tout de suite. Je l'ai dit, pour les recherches mes seuls critères seront le genre et le titre. C'est un choix complètement arbitraire et je vous invite à rajouter d'autres critères si cela vous dit. Mais ce que je veux, c'est le rendre visuellement apparent et désactiver les champs où l'on ne pourra pas entrer de critères de recherche. Je pourrais le faire champ par champ. Je vais faire plus astucieux et utiliser la méthode getChildren de la fenêtre principale. Si par la suite je gère d'autres données, l'emploi de cette méthode me permettra de limiter les modifications du programme. Cette méthode retourne la liste de tous les éléments graphiques que j'y ai ajoutés. Je vais devoir utiliser la méthode getName de chaque élément qui m'en donne en fait le type et ne m'intéresser qu'à ceux pour lesquels ce nom est texte, c'est-à-dire les éléments qui sont des objets textControl. Je vais dire qu'ils ne sont pas éditables, c'est-à-dire que je ne peux pas en modifier le contenu, et je vais en changer la couleur en mettant ce que j'avais récupéré, la couleur de fond d'un bouton normal, ainsi que la couleur de la police au cas où. Juste un problème, dans la bagarre j'ai désactivé le titre qui est mon critère de recherche principal. Je vais donc pour le titre défaire ce que je viens de faire, dire qu'il est éditable et mettre les couleurs d'une zone active. J'active aussi mon autre critère de recherche, le genre, qui pourrait être désactivé. Derrière, je m'occupe des boutons. Je désactive le bouton de destruction qui ne sert à rien, et les boutons de navigation également inutiles. J'active le bouton OK parce que je peux le désactiver dans un autre mode. Derrière, je rafraîchis et c'est fini. Qu'est-ce que cela va donner visuellement quand j'affiche les résultats? Là aussi, je vais rendre tous les champs non modifiables, y compris le titre cette fois. Mais ce coup-ci, il faut aussi que je rende non modifiable la zone de sélection du genre pour laquelle getName retourne choice. Pour les boutons, je désactive le bouton de destruction puisqu'on est en visualisation, je ne touche pas au bouton de navigation parce que tout dépend du nombre de films retrouvés, et je désactive le bouton OK. Si l'on veut lancer une nouvelle recherche, il suffira de cliquer sur Annuler. Je pense que si OK est désactivé, cela semblera suffisamment évident à l'utilisateur. En mode mise à jour maintenant, je boucle sur tous les champs pour les rendre éditables et leur donner la couleur de fond orangée. Et bien entendu, je dois faire la même chose pour la zone de sélection du genre. Je ne touche pas au bouton de destruction, je verrai plus tard si je suis en insertion ou pas. Navigation, c'est aussi à voir, en revanche, j'active le bouton OK. À propos du bouton OK, quand je vais cliquer dessus, la méthode associée à l'événement devra m'orienter vers une autre méthode, suivant le mode dans lequel je suis. Je vais déterminer ce mode en utilisant la méthode getStringSelection du bouton radio, qui va me retourner le libellé du choix actif. Si c'est recherche, j'appelle la méthode rechercher, que nous verrons dans la prochaine pitonnerie. Si je suis en mode édition, tout dépend du film courant. Si je n'ai pas de film courant, je ne suis pas en train de modifier le résultat d'une interrogation préalable, et donc j'appelle une méthode insérée. Sinon, j'appelle une méthode modifiée. Mais tout ceci, ce sera pour les prochaines fois.